Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. Et cette semaine, c'est notre dernier podcast au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Il est temps qu'on s'en aille. On est sur le point de se faire sacrer le voir, fait qu'on va faire ça vite. Et on rencontre une comédienne, improvisatrice de la région et aussi organisatrice culturelle, Émilie Villeneuve. Salut Pierre-Marc, salut Benoît. Salut Mathieu Perrault. C'était une autre belle rencontre. Donc, une rencontre régionale, une improvisatrice de longues années qui a fait sa carrière dans la SDI, dans la Sirène, qui travaille dans le cinéma aussi. Donc, on a tout Qui ont fait leur retour en tant que les volubiles pendant les FHA aussi. Ouais. Qui ont ainsi émergé. Ouais, Comme finalement. de l'humour émergent, là, ils ont émergé depuis 20 ans, dans le fond. C'est ça. Il était temps, je pense qu'il était temps qu'ils soient sur la place visible, là, je sais pas. Donc, non, une belle rencontre aussi parce qu'Émilie a travaillé dans pas mal d'affaires. Ouais. Puis le cinéma, c'est un monde aussi intéressant. Puis Elle a débroussaillé pas mal dans ce domaine-là ici, en Abitibi. Oui, parce que début des années 2000, on se souvient, c'était peut-être pas... Ben moi, je m'en souviens pas, mais c'était pas comme aujourd'hui, disons. Il y a encore du travail à faire, mais le travail était encore plus imposant, je crois, à ce moment-là. Absolument. Donc, on a Tout est à construire. Oui. On remercie nos partenaires. Ta gueule communication. Médiaté télé. Et le Petit Théâtre du Vieux-Noranda qui nous accueille depuis 4 semaines. Donc, là, moi, j'ai tout crotté le plancher. Là. Mais merci aussi au FHE de nous avoir permis de faire ce off FHE où ils sont même pas au courant. Ils sont pas au courant. Pas en tout, mais Ils merci savent pareil. Merci Camille, merci Félix. Longue vie au festival. On souhaite peut-être être dans la programmation d'un futur deuxième édition. Peut-être qu'on va être officiel ou on aime peut-être mieux être comme à côté. On verra. On verra. Laissons le temps aller. Si jamais ils nous acceptent, on dit yes, ça nous fait plaisir. Si jamais ils disent non, on dit non, on préfère être des punks et faire ça de notre bord. On préfère être des punks. Faut le faire en toute humilité. Hey, bonne écoute tout le monde. Bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. Et puis c'était comment le show hier en extérieur, les volubiles, pour un retour après quoi, 2 ans et demi? Oui, je sais pas, ça fait-tu si longtemps que ça? Je pense que oui. Hein? Ça fait au moins 2 ans. 2019. Au moins 2 ans. 1 an avant le COVID. Oui, c'est ça. À cause du COVID, on dirait que ça fait juste 1 an. On dirait que l'année dernière n'a pas existé. C'était la fébrilité avant, je la comparerais à ça va être Noël, puis on est content, puis tu sais, un enfant ben stressé, anxieux, pas capable de dormir, pas capable de manger. Binette vomit comme d'habitude, tout va bien, les traditions. Une fois, il n'a pas vomi, puis ça nous a, nous a stressés. On sait que ça peut pas bien aller. On n'est pas superstitieux, mais là, ça va avec. Mais ouais, c'est ça. Puis après ça, c'est sûr que la scène est impressionnante. Là, ceux qui ont vu les photos, là, mine de rien, nous autres, les volubiles, c'est né dans une petite salle qui était l'espace Noranda. Dans le temps, il y avait comme 60 personnes maximum, puis ça, c'est du monde assis sur les autres. Là. Ouais. On n'avait même pas de stage, on était à hauteur des gens, puis à un moment donné, là, on est venu au sol du petit théâtre, puis on a un petit peu grandi, puis tout ça. Puis là, à la fin, on était sur la scène du petit théâtre, mais il reste qu'on n'était pas sur la scène, on était quand même un peu en bas de la scène, on était toujours dans le public. La proximité Donc, du public, là, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça fait. En fait, tu sais, moi, depuis le début, les volubiles, je décris ça comme. Tu sais, le public fait autant partie des volubiles. On est comme une grosse famille. C'est comme un gros party de famille, mais nous autres, on est juste les 6 cousins les plus débiles. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai trouvé loin les cousins et les cousines. Là. C'était un petit peu ça au début. C'était un peu impressionnant. Il a comme fallu gager ça. Mais au moins, on entendait un peu les gens rire. Là. Le vent était dans le bon sens. Mais le site est incroyable. Puis en même temps, je pense qu'on aurait pu s'asseoir sur la scène puis faire juste des bruits de pète, puis le monde aurait été content parce qu'on avait juste besoin d'être tout le monde ensemble. Ouais. Tu sais, il y avait comme un genre de relâchement. Là. C'est sûr qu'il fallait respecter. Puis tu sais, sur la scène, il ne faut pas être plus proche qu'un mètre. Puis tu sais, il y avait des trucs que tu sais, on n'a pas dit, mais qu'on devait quand même respecter puis qui est un peu castrant. Là, donc, le lavage de main qu'on a remarqué beaucoup. Entre les jeux. On l'a pas exagéré. C'est ça. Pourquoi se laver les mains entre les jeux? Qu'est-ce qu'on a fait de plus ou de moins pendant ce jeu-là? Ah, mais ouais, c'est ça. Fait que, donc c'était comme un mélange de c'est ça, là. C'était comme super. Puis on était rouillés, c'est sûr. Je pense que ça s'est ressenti. En tout cas, c'est ce que vous m'avez dit tantôt. Ouais, c'est ce que je t'ai dit caméra. Ah, toi, tu l'as dit de même. Tu as garagé ça de même. Moi, je suis pas gêné avec ça. T'étais rouillé, hein? Ouais. Non, je dis, hey, mais ça paraissait, puis. Mais j'ai fait de l'impro longtemps, Mathieu. Fait que quand il y a de quoi dans la mécanique, quelque chose, des fois, je fais comme, je le vois. Non, mais je pense que c'était quand même visible à l'œil nu pour n'importe qui. Mais c'était correct parce qu'on l'assumait. C'est ça, exact.
Puis, tu sais, les habitués des Volubiles savent que notre première impro, on l'appelle la réchauffage, c'est pas pour rien. Là, même quand on faisait à tous les mois, la première était tout le temps un peu plus. Il l'a pas donné facile pour un premier jeu d'un retour de 2 ans de pause, là, il me semble. C'était quand non, même il y a comme mergé 2 catégories qui allaient pas ensemble. Puis les producteurs, puis les tag on était supposés se taguer puis changer de rôle, mais finalement, il a fait rentrer 2 autres gars. Là, il manquait de monde sur la scène. Mais tu sais, c'est rouillé, je pense. Mais c'est ça, c'était toute la mécanique. Ça fait partie. Ben, tu sais, quand on dit que le public fait partie du show aussi, c'est que, tu sais, nous autres, on le revendique, là, nos niaiseries, nos erreurs, les jambettes, les décrochages. Tu sais, c'est pas coincé, justement, comme des matchs d'impro. Ben non, puis tu sais, le public est content de le voir, puis il est content de voir qu'on patine, parce qu'il n'y a pas grand monde qui prendrait notre place, tu sais. Non, effectivement. Puis tous les commentaires live aussi qui sont drôles, là. Comme Virgile qui fait sa split pendant Luxonné, puis il dit « Je pensais que t'allais sonner. » Ben, recommence. C'est juste sa réaction quand télé Luxonné, puis personne s'avance, puis tu fais « Ah, tabarnak! » Ça va être moi, évidemment. Tes joueurs physiques. Mais ouais, ou tu sais, on se connaît assez, là, je le voyais bien qu'à un moment donné, il était mort en dedans, fait que j'ai été obligé d'y souffler qu'il avait oublié le mot hamburger. Mais tu sais, c'est ça, c'est toutes des affaires que le monde est content de voir, puis tu sais, je dirais pas que des fois on triche puis on l'exagère, là, mais tu sais, ça sert bien l'esprit. Tu as quand même closé le show de manière assez magnifique avec ton punch sur c'est toi qui fais le vise en chair. Ouais. La réaction de la foule est épique. Pascal qui fait comme les Volubiles! Le show est fini, rappé, c'est parfait. Les gens qui sont pas là, on n'est pas obligé de leur dire c'est quoi que j'ai dit pour vrai. Non, c'est ça. Ah, mais c'était merveilleux, par exemple. C'était un beau punch-out. Ben, c'était les subtils, dans le fond, c'était le jeu des subtils. Ceux qui comprenaient on remplace le mot en chair par le mot pénis. Ben, en fait, c'est ça. C'est qu'on pige un mot, puis ce mot-là, dans des conversations, doit être remplacé par pénis. Puis c'est une succession de piges de mots assez rapide, mais ouais. Mais ça, c'est complètement niaiseux. Puis la première fois qu'on l'a fait, on s'est dit, qu'on fait ça, parce que Luc, il niaisait. « ça serait le fun. Bon, on va l'essayer. » Mais finalement, on est comme pognés avec ça. C'est trop fort, c'est trop puissant comme... Mais on a besoin de ça dans la vie de tous les jours, puis d'autant plus présentement, parce qu'on le sait, en plus, quand tu closes un show de même, tu sais que le monde, il retourne chez eux, puis ils le font. Dans le char, là. Ah ouais, hein? Ah, c'est sûr. Ça devient un jeu du temps des fêtes. Ben, tu sais. Si tu fais ça dans un match d'impro, quelque chose, tu peux pas le faire en disant on va bâtir une histoire. C'est vraiment pas ça. Là. C'est une affaire de punch, puis de. On plug des phrases. Là, exactement. Et ça marche bien. Puis ça fait combien de temps que tu fais de l'impro, Émilie? Eh boy. Ça a commencé, dans le fond, avec la SDI. Oui, c'est ça. J'en ai fait jadis là, quand j'étais à l'école au secondaire aussi, okay. Ça fait longtemps. Mais sinon, quand je suis revenue à Rouen en 2004, donc ça fait presque 20 ans, ça fait 18 ans. Oui. Et puis, j'avais rencontré un garçon qui s'appelait Carole Courchaine, qui est devenu mon ami, puis qui jouait dans une équipe. À un moment donné, il y avait le règlement que ça prenait 2 filles, sinon tu donnais un point à l'autre équipe en partant. Ouais. Puis moi, j'avais dit, j'aimerais ça, parce que dès mon arrivée, une amie qui était à Rouen m'avait dit, faut que tu viennes voir l'impro. Moi, je savais pas à quel point ça bougeait à Rouen. Là, moi, quand je suis partie de la région, ça bougeait pas fort. Là. Puis, faut que tu viennes voir ça. Ben oui, c'est sûr, j'aime ça l'impro. Moi, j'écoutais la LNI à la TV quand j'étais jeune. Puis, fait que je suis arrivée dans un petit théâtre survolté. Je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais c'est sûr que les pompiers n'étaient pas contents. Puis, faut dire en plus que ça fumait là-dedans. J'avoue. Et puis, c'était une autre époque. Mais c'était un rendez-vous à ne pas manquer. Là, c'était survolté, c'était fou. Fait que j'avais fait, j'aimerais ça faire ça. Fait qu'un jour, Carole m'a dit, là, il nous manque une fille dans notre équipe. C'est à soir que ça se passe, tu t'en viens dessus. Puis, si on parle début des années 2000, dans le fond? 2004. C'est ça, la SDI. 2004, c'était la SDI. J'ai fait j'ai fait de la figuration peut-être pendant 2 shows. La figuration? Elle me tue parce que je trouvais ça trop... Tu sais, j'étais arrivée dans une équipe, il y avait Luc Drolette, il y avait Martine Bélan, il y avait Yves Dumulon, il y avait Carole. Tu sais, c'était une équipe qui... c'était les old-timers bien rodés, qui performaient vraiment fort. Fait que je choquais tout le temps. Puis dans le temps, c'était Luc Ampleman qui était l'arbitre. Puis, à un moment donné, il y avait dans une autre équipe une autre crue qui s'appelait Marjorie Gobeil. Puis, un jour, Luc Ampleman nous a forcé à commencer l'impro ensemble. Nombre de joueurs, Gobeil, Villeneuve. Parce qu'on commençait jamais les impros. On était comme figés devant nos partenaires. Puis, ça a super bien été. On avait fait une super belle impro. Puis,
c'est là que ça nous a dégelé. C'est un moment important dans ta carrière d'improvisatrice. Je veux pas que lui ait fait comme là, il faut vous y aller. Parce qu'il qu'il avait vu le potentiel qu'on avait les deux, puis qu'il voyait bien qu'on se faisait manger par notre équipe. Là, je pense que c'est le rôle de l'arbitre aussi, des fois, d'instaurer ces affaires-là. Là. Quand c'est tout le temps les mêmes personnes qui commencent, puis tu as une équipe, là, exact. De brasser ça un petit peu, puis de permettre aux nouveaux talents aussi. Là, c'est très constructif, l'approche de Luc Ampleman. Jadis, c'était vraiment... Puis on faisait des débriefings après, puis on évaluait vraiment qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, puis tout ça, puis quel type de joueur on était. Non, c'était vraiment formateur, c'était vraiment le fun. Lui, c'était qui? C'était un prof de théâtre? Non, Luc, il travaillait au ministère des Transports. OK. C'était un passionné... c'est ça. C'était un gars assez extraordinaire, puis qui arrivait avec un personnage très stiff comme arbitre, très sévère. À la Ponton. Puis j'avoue que même moi, là, avant que je sois dans l'impro, puis que j'étais juste dans le public, là, hey, ce gars-là, je pense que j'aurais changé de trottoir. Là. Juste à le voir aller. C'est ça que ça donne, les fonctionnaires, c'est les gens. C'est comme Ben, ça. C'est de marde. Non, mais tu sais, il était impressionnant. Puis finalement, moi, je me souviens quand je suis rentrée, là, mes chums étaient comme, tu sais, là, je rentrais dans le clic de l'impro, là, c'était comme, hey, il est comme, hey, il est sweet, il est super fin, il était galant, il donnait des baise-mains et tout. Des baise-mains? Tabarnache. Ouais, je pense qu'il faisait chier bien des gars parce qu'on était tous devant lui. Ça, c'est comme. Mais là, il est rendu en Pologne, il n'est pas trop menaçant, les gars. Okay. C'est comme Bruno dans le temps à Moss qui se bourrait culotte en personnage d'arbitre. Quand il était en combat. Il était en couple avec Véro, mais tu sais, Véro, elle n'est pas jalouse d'après moi. Mais... Non. On était tous en couple, pareil, les joueuses, pour faisait tout. Bruno en combat. Ouais, puis tu sais, c'est ça. Véro, elle savait ce qui n'était pas vrai là-dedans. Véro, elle connaissait le twist. Tu l'as-tu revu en cowboy, mais récemment? Bruno? Ça a changé, là. Il rentre difficilement dans ses shorts, là. C'est pas vrai, ça. Il continue à s'entraîner. On a tous vécu une certaine pandémie avec trop de visites à SAQ. Je te dirais que j'ai même pas essayé de rentrer dans ma chemise d'Evolubile. J'ai dit qu'elle était trop dégueu pour la porter, mais je pense qu'elle est cachée quelque part pour pas briser mon estime de moi. Puis, Bruno, il est plus aussi fringant qu'avant, mais il garde son petit chat. Arrête donc. Il y a son crowd. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'on le réinvite toujours comme arbitre, puis malgré tout, il y a encore le hype, mais lui, il n'est plus là vraiment comme régulièrement, mais ça continue à se parler. Fait que là, il y a encore le mythe de l'arbitre. Ouais, il y a de quoi de drôle, c'est que quand il rentre et qu'il y a des nouveaux danseurs qui ne le connaissent pas, les gens qui l'ont vu sont comme tabarnache, c'est Bruno, tu vois. Il y a comme il y a une aura. Ouais. Quand le petit théâtre a fêté ses 10 ans, je pense, justement, Luc Ampleman était revenu de Pologne pour faire ça. Puis je pense qu'il l'avait annoncé d'avant, je suis pas sûre. Ouais. Hey, ça fait longtemps que j'étais enceinte, fait que ça fait quasiment 10 ans. Puis on avait fait, c'est ça, c'était comme un genre de match des vieilles étoiles de la SDI avec l'ancien arbitre. Puis c'était pour vrai, même si ça faisait longtemps que les gens ne l'avaient pas vu, tout le monde était content, tout le monde était... Ouais, fait que l'aura de l'arbitre... Quand t'as un bon arbitre, là, ça te suit partout. Ben c'est ça, c'est le metteur en scène. Là, fait que, c'est un metteur en scène live. Puis il parle quasiment plus que les joueurs, dans le fond. Ben pas tout à fait, mais il est important. Ça dépend à qui. Là, toi, tu parles de Brumanchou. Luc était moins... il était plus... Ouais. Straight. Très straight. Bruno, lui, il a un personnage. Il faisait lever la crowd, puis la danse, c'est important. Puis, c'est ça. Nous autres, on avait Maurice Duclos là, qui faisait l'animation. Okay. Ouais, c'est vrai. Il y avait deux... Ça te fait un méchant bon team. Par exemple, avec Maurice à l'animation. C'est vrai, il nous en avait parlé, Maurice. Ouais, j'avais oublié. Ouais. Puis, là, tu as joué dans la SDI, tu as joué dans la Sirène pendant combien d'années? Écoute, moi, je suis partie de là en 2010, je crois. Okay, ça a été 6-7 ans, 6-7 saisons, ouais. On s'est jamais croisés sur une patinoire parce que moi, j'ai commencé en 2010 à Amos. Ouais. Fait que j'avais fait aussi la RIRAT, justement, dans le temps, la Ligue régionale, les 2 ans. Qu'on avait essayé de relancer avec la CRIAT. Le combat régional d'impro d'Abitibi-Témiscamingue. Parce qu'on ne pouvait pas réutiliser le nom RIRAT. On voulait réutiliser le nom RIRAT, mais on ne pouvait pas. Pourquoi? Une affaire de copyright. Mais c'est ça, c'est une affaire de copyright. On ne pouvait pas utiliser. Je me souviens plus pourquoi. Là. Parce que, dans le fond, c'est Michael Bédard qui avait reparlé de tout ça, là, de repartir un truc comme ça. Puis on avait dit, c'est une bonne idée. Fait qu'on avait contacté la Sirène, sa ligue d'improvisation aussi, puis la ligue de Val-d'Or. Puis on voulait repartir sur le nom de RIRAT, puis je me souviens plus, là, mais c'est en ayant parlé avec Bruno, quelque chose comme ça, mais je me souviens plus exactement pourquoi.
Mais c'est ça. C'est une affaire de copyright ou de nom parce que. Il était copyrighté, là. C'était gros. Mais je pense que c'est parce que c'était financé par quelque chose. Je pense que c'était Loisirs et Sport. Je pense que c'est ça. Puis une affaire de même, on pouvait pas réutiliser le nom à cause de ça. Eh ben, c'est quand même bizarre. Mais tu sais, il fallait être là pour se rappeler d'humour irate. Fait que vous n'aviez pas besoin de ça pour. Non, mais il y avait quand même, à l'intérieur de la scène régionale d'improvisation, nous autres, on était tous au secondaire quand la Rirat jouait. Arrête donc de dire ça. C'est vrai, pareil. Je regardais jouer quand j'étais jeune. Non, j'ai pas commencé à me faire dire ça. Mais tu sais, ça faisait partie des éléments. Moi, j'allais voir beaucoup d'impro parce que je m'en calissais, puis je rentrais dans les bars, même si j'étais mineur, mais sinon, les gens avec qui j'y allais, eux autres, c'était leur moment de voir les adultes faire de l'impro. Donc, ça avait un certain standing. Fait que, tu sais, toutes les crowds d'impro qu'il y avait, qui sont maintenant rendus adultes, de ramener la Rirat, ça avait fait comme un petit. Ouais. Mais c'était le fun. Puis, tu sais, sur scène, on se donnait une allure de rivalité, mais tu sais, ça nous a vraiment permis de développer des belles amitiés quand même. C'était vraiment, ça a été bien le fun. Puis, tu sais, il y avait tellement. En plus, c'est que les crowds sont tellement différentes d'une ville à l'autre. Puis, tu sais, le lieu le détermine beaucoup. Tu l'as dit à Amos, c'était dans un bar. Ouais. Nous autres, on était au petit théâtre, puis ça faisait quand même. Tu sais, c'était pas si familial encore, mais tu sais, c'était quand même pas 18 ans et plus. Ouais, Val-d'Or, c'était à la Cité de l'Art. À la Cité de l'Art. Fait que là, c'était comme complètement autre chose. Ouais. Donc, tu sais, ça nous obligeait aussi à s'adapter, tout ça, ce qui était pas toujours facile. C'est pas tout le monde qui l'ont trouvé facile. C'était qui votre club, vous autres, à Rouen, principalement? Eh boy! Je vais peut-être mélanger les années. Pascal? Pascal, je ne sais pas s'il était là. Il y avait Pascal Berge, Yves Dumoulin, moi. June? Non, June jouait à Amos. Marjorie était là. Oui, June, je pense qu'il était à Amos. Marjorie, June, il jouait même pas. Pas encore à ce moment-là. Pas encore. June, il a commencé la même année que moi, là, les Baba. OK. Fait que c'était Amos, c'était Cahouette, Bruno, Véro, Jack. Puis Marie-Pierre. OK. Marie-Pierre. Dumais? Dumais, oui. Oui, c'est vrai. Mon Dieu, je me rappelle plus de votre équipe que mais toi, il y avait toi, il y avait Dumoulin. Pascal Gélina, je jouais pas? Pascal, il a peut-être été là la première année. Ça, je me souviens de lui, Véronique Aubin, je pense aussi. Peut-être pas Véronique. Amélie Couture, je pense qu'elle était là la première année de la Rirat. Peut-être, oui. Aïe, hein? Voilà. Ça va bien. Je pense vous étiez au secondaire. Oui, puis Val-d'Or, il y avait Pierre Martel, il y avait Olivier Boutin, il y avait Richard Vaillancourt. André Simard. André Simard, oui. C'est vrai. Il y avait une bonne team, eux autres. D'ailleurs, c'est Richard Vaillancourt, André Simard, puis je sais pas qui, il y avait une équipe qui s'appelait Les Bûches. Il était comme un peu emblématique. C'était fondé ça pour aller dans les tournois d'impro. Puis il avait fait une game à Amos, Les Bûches, contre. Parce que là, c'était André Simard. Dans le fond, c'était un peu du monde d'Amos, un peu du monde de Val-d'Or. C'est ça. Il y avait déjà à ce moment-là une espèce d'esprit de. Vous autres, vous avez fait les RT. Ouais, moi, c'est un Pro Racing Team. On dirait qu'à toutes les générations d'impro ont leur petit club d'impro, leur petit moment. Vous autres, le créatif, vous autres, la Rirat. Il se crée beaucoup d'affaires dans l'impro aussi. Nous autres, on a eu des side projets qu'on a pas. On a fondé la Fée pendant qu'on faisait de l'impro. Toi, j'imagine que pendant que tu faisais de l'impro, ben là, les documentaires, sûrement que se font dans ta tête avec du monde, peut-être un peu d'impro, de croiser du monde à l'impro. Ben effectivement, moi, dans le fond, j'ai rencontré, c'est Carole Courchon qui m'a fait rentrer dans l'impro, puis Carole, on était en train justement de développer notre amitié et mettre en place le premier documentaire. Puis oui, il y a vraiment... Puis même, c'est ça qui est drôle aussi, c'est que, mettons, nous autres, au documentaire, on faisait venir des... Excusez, je suis pris dans mon fil. Pour les gens qui ne font qu'écouter, là, je suis pognée dans mon fil d'écouteur. C'est ça, on faisait venir des cinéastes d'un peu partout, puis on avait 5 équipes de création qui se promenaient, qui avaient chacun une MRC, puis il fallait qu'ils fassent un documentaire en 72 heures. Mais tu sais, mine de rien, quand il allait à Amos, tout, on donnait les noms. Tu sais, si vous voulez avoir des comédiens, tu sais, Carly Bruno, Jack, il a joué dans deux, je pense. Fait que tu sais, c'était beaucoup, ça servait beaucoup à ça aussi, le réseautage comme ça. Fait que oui, effectivement, ça se nourrissait, nos projets se nourrissaient. Puis tu sais, on est arrivé début des années 2000, c'est là que ça commençait. Là. Il n'y avait pas, énormément de projets. Puis on est comme, c'est ça, on avait assez une belle carte blanche pour partir plein d'affaires, saturées avant que vous autres vous arriviez. Qu'est-ce qui a fait le succès du documentaire? Hein? Qu'est-ce qui a fait ce succès-là du documentaire? Parce que c'était quand même, ça sortait c'était champ gauche là, quand même comme idée. Oui, bien je pense que le fait d'impliquer autant la population au niveau du concours de création. Puis, nous autres, on le voyait vraiment régional. On voyait une course destination monde, mais course destination Abitibi-Témiscamingue. Puis, tu sais, moi, je me souviens, quand je suis revenue en région, j'habitais à Québec, puis, tu sais, le monde était comme, pourquoi tu retournes à Rouen? Tu sais, je travaillais dans une épicerie, là. Tu sais, j'étais, assistante gérante. J'avais réussi à avoir été 50 $. T'as l'avenir devant toi.
Fait que j'avais eu un poste comme prof de cinéma au cégep. Puis je me faisais dire « Ah, tu retournes en Abitibi, voyons, tu devrais rester. » Merde, je m'en vais être prof de cinéma au cégep. T'aimerais mieux que je reste à Québec à emballer des citrons bio dans du foam. Fait que... True story. Puis là, c'est ça que je me rendais compte à quel point l'Abitibi, Témiscamingue, c'était comme vu comme le bout de la marde, mais vraiment, là, c'est comme la fin du monde, tu t'en vas mourir. Encore aujourd'hui, un peu moins, mais... Quand même moins, on là. Y travaille, on y travaille beaucoup, mais c'est encore, effectivement, encore aujourd'hui. Encore. Mais c'est ça, puis je me rappelle plus ce que je veux dire. Le documentaire, c'est ça, dans le fond. L'objectif, c'était ça aussi, c'est que ces cinéastes-là avaient ce qu'on appelle maintenant quasiment des bootcamps ou des talent labs. Là, ils arrivent, ils se rencontrent entre eux. Des fois, on avait des conférences de classe de maître et tout ça, mais c'était surtout l'idée de, pendant 72 heures, tu ne retournes pas chez vous, tu ne vois pas personne, tu dors là-bas, tu ne fais que ça. Puis ces gens-là venaient de l'extérieur, venaient de Montréal beaucoup, donc ils repartaient avec des souvenirs incroyables. Ben oui, c'est ça. On créait des ambassadeurs pour la région. Mais ça a été un Patrick Masbourian, entre autres. Oui. Beaucoup de gros noms sont passés au documentaire. Oui, Patrick Masbourian, ils ont gagné la 2e année. Eux autres, ils avaient fait un film. Il y avait beaucoup de feux de forêt en région. Puis là, leur film, c'était les gars, ils débarquent à Rouen, puis il n'y a plus de chips nulle part. Puis là, ils font plein de dépanneurs. Je l'ai vu. Ils font plein de dépanneurs dans toute la MRC de Rouen, puis il n'y a plus de chips nulle part. Puis ils se rendent compte que c'est parce que les feux de forêt brûlent des plantations de potes. Là, t'as le gars, t'as Hugues Beaulieu de la Sûreté du Québec qui dit c'est parce qu'il y a comme des c'est quoi, substances psychotropes dans l'air. Fait que là, tout le monde est sur une munchies. C'est bon, ça. Mais c'est ça. Moi, j'adore encore le genre documentaire. C'est que t'as la liberté de la fiction. Fait que tu peux raconter une histoire comme tu veux, mais avec les moyens du documentaire. Donc, tu as une petite équipe réduite. Tu y vas avec des... puis tu y vas avec des non-acteurs. Puis t'es pas... c'est ça, tu as vraiment une certaine liberté au niveau... parce que tu as une légèreté, en fait, d'équipement puis tout ça. Mais c'est ça de voir notre région... On était en déficit quand même d'image de notre région. On l'est encore, mais beaucoup moins. Là. En 2004, là, il n'y avait pas grand-chose qui s'était tourné en région. Puis là, d'arriver, puis t'en as 5 films, puis ils sortent. Nous autres, on les envoyait dans d'autres festivals. Il y avait des plateformes à ce moment-là en ligne qui les diffusaient, puis tout ça. Les gens étaient comme fiers parce qu'on parlait pas d'épinette, on parlait pas de mouche noire, on parlait pas de misère économique. C'était des affaires complètement folles. C'était des trucs complètement sautés. Puis c'était des gens qui arrivaient avec un regard de l'extérieur, mais qui venaient, pas en conquérant comme souvent on voit. Là, ça nous insulte un peu, là, les gens qui débarquent de Montréal avec toute leur équipe puis qu'ils font leurs petites affaires sans parler à personne. Nous autres, ils étaient évalués sur la mise en valeur de la MRC qu'il y avait, non seulement sur, filmer, mais on voulait pas des cartes postales, on voulait tes acteurs, c'est pas l'équipe qui joue dans le film. Là. Ouais, c'est ça, T'es allé voir du monde, t'as tourné dans des lieux. On les connaît, le monde. T'as emprunté le tracteur d'un tel, puis tu sais... Oui, on le voyait. Puis juste le film Nostradamus. Ben oui, qui a roulé. Tu vois le maire, tu vois plein de gens de la ville, tu fais comme OK. Puis Nostradamus a joué, c'est sûr que les gars étaient très proactifs de l'équipe, puis il était plugué, là, mais il a joué dans plusieurs festivals internationaux. Ça démontre que le sujet était, même si tu es en Belgique, tu as du fun à le regarder, tu n'as pas besoin nécessairement de connaître l'Abitibi. Puis c'était ça aussi qu'on voulait. Là. Pourquoi pas tourner à Rouen? Pourquoi il faut avoir une excuse pour tourner à Amos? C'est ça. Non, pourquoi faut tout le temps tourner à Montréal? Moi, ça avait été un moment bien stressant. Je pense que c'est un des moments les plus stressants de ma vie. Parce qu'il y avait eu... dans le cadre du documentaire, dans le tournage d'Amos, je m'avais fait approcher pour peut-être un rôle avec du texte. Puis moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Puis ça me tentait, mais ça me faisait vraiment peur. Puis là, le gars m'avait appelé, puis on s'avait parlé. Puis il dit « OK, je vais checker. Là, je suis en train de juste revoir le scénario. Fait que demain, tu vas avoir des nouvelles. » Puis finalement, j'avais juste jamais eu une nouvelle, mais cette journée-là, c'était la pire journée de ma vie parce que je voulais dire oui, mais je voulais dire non en même temps. Parce que, c'est qui, là? On va y écrire. On va dire qu'il doit un rôle. Je me souviens plus. Là, il s'appelle Ricardo Trogi, ça a l'air. C'était ma première année d'impro. C'est littéralement la première année que j'ai commencé à faire de l'impro. Puis c'était à cause de ce milieu-là que j'avais été approché parce que je rentrais dans le casting qu'ils voulaient. Puis, tu sais, c'était dans l'année où que
c'est Sylvain Cahouette qui m'a comme recruté, là, a été un peu mon mentor cette année-là, puis il me disait tu dis oui à tout, puis là je me suis dit mais tu sais, il a dit ça dans la chambre à coucher aussi, Sylvain, puis maintenant ça marche plus, hein, ça tu le sais, tu n'es pas obligé de dire oui à tout, hein. Ben, Sylvain, ça a été la pire merde en plus parce que quand j'avais été j'ai fait le camp d'impro, puis il m'a appelé pour me dire salut Benoît, c'était un super bon camp, mais ça n'a pas marché là, il a fallu faire des choix, puis t'es pas recruté, puis je fais ok, je comprends, mais non, c'est pas vrai, t'es dans mon équipe. T'sais, ça a commencé comme ça. T'sais. Ouais, c'est pas étonnant. Il y a déjà, c'est pas étonnant. Mais, par exemple, le dire oui à tout, ça m'a fait progresser, mais... Encore aujourd'hui, tu dis oui à tout. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Semaine prochaine, on fait de la TV. Consentement. Avec le consentement, par oui, c'est ça. Sachant que tu peux dire non, mais dis oui. Mais non, mais tu vois, ça donnait quand même, tu sais, ça donne quand même une idée de ce que c'était aussi le documentaire. C'est comme, t'as 72 heures, puis tu sais, des fois, t'en perds des bouts, là, parce que... Ben, c'est ça. Puis souvent, tu sais, nous autres, on les accueillait la veille, là, tu sais, ils arrivaient, mettons, ils partaient en tournage, mettons, le mardi, mais le lundi, ils arrivaient, on faisait un gros barbecue avec tout le monde pour que tout le monde se connaisse, tu sais. Fait que quand ils revenaient de tournage, tu sais, ils s'étaient tous déjà rencontrés, puis ils se retrouvaient. Puis ça développait vraiment une belle fraternité, mais c'était aussi le fait qu'on les briefait, puis tout ça. Puis, tu sais, il y avait cette peur-là de « je trouverai pas personne pour jouer dans mon film ». Je trouverais pas d'idée. Puis c'est finalement... Parce qu'il y avait quelqu'un aussi qui était de l'équipe du documentaire qui suivait chaque équipe, je pense, pour aider les communications, ça se peut-tu? Absolument pas. Non, même pas? OK. C'était un topoïste. C'est quelqu'un qui faisait des making-of, en fait, des tournages. On les appelait topoïstes, un mot que j'ai fait ça, moi, avec Laro. Avec Mathieu Larochelle. Mais c'était le fun, c'est vrai. À Amos, on avait fait ça. Puis ça a l'air qu'on ça avait été. J'avais pas pu être là la soirée de dévoilement. Ça avait été diffusé sur l'écran du cinéma ou du théâtre. Puis tout le monde m'en parlait. Je suis pas au courant. En fait, nous autres, dès la première année, alors qu'on savait pas pantoute ce qu'on était en train d'inventer, là, on se disait, c'est bien le fun. Parce que nous autres, on présentait aussi du documentaire international. Puis on en avait vraiment beaucoup dans le temps. Là, c'était super. Carole, justement, Courchaine, il allait à la pêche. Il est allé dans plusieurs festivals en chercher. Tout ça. Fait que le jeudi, vendredi, on regardait des documentaires internationaux, mais pendant ce temps-là, les équipes tournaient. Mais tu sais, on avait comme... Tu sais, on se disait, c'est comme le fun qui a été tourné dans, à La Tulipe ou à Sainte-Terre, mais tu sais, on sait même pas comment... Nous autres, on les appelait, là, avec des flips cellulaires dans le temps que vous étiez au secondaire. Puis qu'on se faisait prêter parce que personne n'avait de cellulaire. Là, fait qu'on faisait se faire prêter par Télébec. Puis, mais c'est ça. Puis, dans le fond, on avait des nouvelles un peu comme « Ah oui, ça va », puis tout ça, mais on savait pas. Fait qu'on s'est dit « Ça va être bien trop plate. Faut qu'on ait des yeux là-bas. » Qu'on avait comme créé ça, puis on avait comme presque forcé 5 amis vidéastes à devenir topoïstes. Fait qu'eux autres, dans le fond, ils partaient le matin, ils allaient les voir, ils filmaient, ils revenaient, ils montaient, puis le soir, on présentait ça avec les projections de films internationaux. Ah ouais. Fait qu'eux autres, là, c'était des warriors en tabarouette, les topoïstes. Là. Fait que, tu sais, c'était ça. Puis c'était l'idée que ce qu'on voulait, c'était que le public s'attache aux équipes, voit un peu, tu sais, quasiment il y a des poules de qui va gagner, qui va perdre, ou je sais pas quoi, qui va faire le meilleur film. En tout cas, je me définirais pas de topoïste parce que c'était fait sur le side dans la tabarouette. Là, on essayait de... Maintenant, on n'avait même pas réussi à les voir. Je pense que c'était juste... Moi et Laron, c'était filmé, puis on avait dit... On les trouve plus, ils sont perdus dans le bois. Parce qu'on n'avait pas réussi à les pogner sur le terrain. C'est la gang qui avait fait un film avec Ron? Avec Ron, c'est ça, ouais. Ah oui, je me souviens de ce film. Nos horaires étaient bien trop décrissantes, là, on n'était pas capable de les pogner jamais. Mais en même temps, dès la première année, on a eu des faux topos. Tu sais, c'était documentaire. C'est ça. Des faux topos. Je me rappelle Chantal Girard qui faisait les topos de la gang de Val d'Or. C'était P.A. Martel, il y avait Marc Jacob puis Éric Saint-Laurent. Puis, tu sais, il allait filmer, là, puis il avait tout en l'air de rien foutre, là. Il dormait sur une table de pique-nique. Puis tu sais, c'était la première année. Fait que là, le monde il se disait vraiment, mon Dieu, ils vont être dans la merde. Tu sais, ils n'ont rien fait. Ou, tu sais, où ils cherchaient du monde. Là, ils se promenaient dans la ville, ils cherchaient du monde, puis ils se faisaient dire non. Je me rappelle plus trop. Puis, tu sais, le monde y croyait, mais rapidement, c'est devenu comme. Tu sais, les topoïstes se forçaient là, pour faire des niaiseries, puis tout ça. La seule contrainte qu'eux autres y avaient, c'est qu'on leur disait, vous n'avez pas le droit de nuire à l'équipe. Tu sais, tu peux pas commencer à avoir un concept qui leur vole 1 heure. Là. Ils ont 72 heures pour faire un film. Là. Mais fait que des fois, effectivement, c'est arrivé des équipes qui ont presque pas vu, des topoïstes qui ont presque pas vu leur équipe, ou des équipes tellement sur le nerf que... C'est pas le temps, parle-moi non, pas. c'est ça. On les filmait, je pense ils dormaient chez Amélie Mercier, puis qu'on avait été filmés dans leur dortoir, puis dans la maison, puis tout ça. Mais c'est ça. Ça roule-tu encore, le documentaire? Non, là, c'est en train d'être repris, là, mais je peux pas vous dire. 2020, ça a été bien difficile pour les festivals. Là, je sais pas. Non, mais ça faisait... même avant, là. Ça faisait un bout que il y avait changé la formule aussi un peu. Oui, c'est ça. Moi, je suis partie en 2013, avant que ça devienne, que ça parte de l'été. Là.
D'ailleurs, hier, moi, j'avais... au Poisson Volant, j'ai eu un beau... Puis Carole, il est venu nous voir backstage après le show. Puis c'est ça que je disais, hey, t'as-tu des flashbacks du documentaire sur le bord de la presqu'île à 10 h, les maringouins qui viennent t'attaquer en troupeau. Sur l'agora, là? Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Il y avait ce petit feeling-là que j'avais hier aussi, en plus. Un petit brin de nostalgie. Fait quand les maringouins se sont levés, j'ai fait « Ah ouais, non, je suis pas si nostalgique. » Mais nous autres, on commençait à 10 h. Fait qu'on arrivait avec les maringouins. Là, hier, le show finit à 10 h. Fait que là, les maringouins commencent à sortir. On n'a pas mangé sa scène, au moins. Quand tu as laissé ça, il y a eu, je me souviens, je pense que vous avez booké les Total Crap aussi. Avant, on a booké, je me rappelle plus quelle année. C'était quand même audacieux là, de booker ce genre de... C'est pas évident. En fait, le documentaire, il y avait tellement de grande liberté parce que nous autres, on se disait, oui, c'est du cinéma, mais ça reste quand même, c'est plus des arts médiatiques, en fait. Puis, tu sais, là, c'était l'explosion du numérique en plus, qu'on pouvait aller dans plein de sphères, mais c'était plus l'idée du mensonge aussi. Puis, garder ce côté humoristique ou ironique-là. Donc, c'était des projets différents. Donc, on Total Crap, pour nous, c'est tellement mauvais qu'il faut que ce soit faux, tu sais. Mais non, c'est vrai, tu sais. Puis, on a développé une belle amitié avec eux. On les a fait revenir à quelques reprises, justement, à moins que ça marchait tout le temps. Comment? C'est Simon Predge, dans le fond, Total Crap? Simon Lacroix. Simon Lacroix, oui, c'est ça. Okay, Et Pascal Pilote. Puis, c'est ça. Fait que ça avait comme développé ça. Mais on a fait venir plein d'autres projets. On a fait Cabaret biodégradable avant qu'ils deviennent forts, puis sont revenus même dans Specto par après. Les autres, ils lisaient des autobiographies. C'est des comédiens qui lisaient des autobiographies. Ah, OK. C'était épouvantable, oui. Je me rappelle plus de son nom, celle qui raconte son lavement. Déjà, oh my ça God. promet. Puis je me rappelle la première phrase de l'autobiographie de Marie-Chantal Toupin qui commence par « D'aussi loin que je me souvienne, je suis née le... » Puis là, elle donne sa date. D'aussi loin que je me souviens. Tu sais, il y a du monde qui ont relu ça, là. Elle l'a écrit elle-même, il y a du monde qui l'a relu. La grande littérature, hein, c'est pas aller au Cégep 2, ça. Fait que c'était vraiment excellent. Fait que on a eu Parodie la pub, on a eu le TV Journal, justement, que dans un projet que jadis Félix Desfossés était là-dedans, avec des potes de l'UQAM. Fait que, tu sais, on a vraiment eu plein de trucs. On a eu des alliances, des cartes blanches de d'autres festivals. On faisait des 5 à 7, puis on a eu le festival de Trouville. On a eu des... C'est ça, tu sais, c'était vraiment... c'était tellement libre. L'objectif, c'était toujours d'avoir cette réflexion-là par rapport à le vrai du faux. C'est drôle parce que là, on est vraiment à l'époque des fake news, puis ça aurait été super pertinent. Mais on en parlait 20 ans avant. Ouais, c'est ça. Et là, tu es passé du documentaire au Festival du cinéma international. Documentaire au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, qui est un autre niveau d'événement quand même. Oui, un autre niveau. En fait, j'avais travaillé au festival en 2004, justement. Quand je suis arrivée en région, j'ai fait un contrat au cégep. Je remplaçais un congé de maternité, mais après, je n'avais plus rien, je ne savais pas. Je pensais que je partirais de la région, tu sais, en me disant qu'il ne se passait rien, mais finalement... Quand tu as lancé le documentaire, le Festival du cinéma existait déjà? Ça fait le Festival du cinéma a 40 ans. C'est ça, ça fait longtemps. Eux, comment ils vous ont accueillis? Est-ce que vous vous sentiez un peu jugé par le Festival du cinéma? Non, pas en tout, c'est ça. Carole, lui, avait déjà travaillé bénévolement pour l'espace vidéo, jadis, qui est devenu maintenant l'espace court. Il avait fait une année de ça, parce que c'était les Racamés qui était l'organisme qui organisait le documentaire, qui avait été mandaté pour faire ça par le Festival du cinéma. Donc, il y avait déjà les pieds dans la place. Okay, puis, il savait que là, il revenait. Là. Nous autres, on faisait ça en juillet 2004, notre premier documentaire. Mais Carole avait officiellement un contrat pour Espace Vidéo, mais là, comme contractuel payé pour 2004. Donc, il m'a présenté la coordonnatrice à l'époque, Hélène Bibeau, qui cherchait quelqu'un pour s'occuper des activités et des transports des copies, parce que c'était du 35 mm à l'époque. Savez-vous c'est quoi? Oui. Okay. Je suis capable de figurer. Des grosses bobines. Des grosses bobines. Et donc, elle m'a engagée. Donc, tu sais, je pense je l'avais rencontrée en juin. Donc, tu sais, j'étais dans les gros préparatifs du documentaire, puis je savais qu'après le documentaire, j'allais travailler pour le Festival du cinéma. Okay. Puis Louis Dallaire, à l'époque, qui est un des 3 cofondateurs, avait été sur notre premier jury. Puis, fait que, tu sais, il y avait vraiment déjà cette acceptation-là qu'on arrivait. Mais tu sais, on était, en cinéma, on était des bébites, là. Tu sais, on était vraiment... puis, après ça, en ayant travaillé, j'ai tellement vu une logistique élaborée, consolidée, tout ça, que c'est sûr qu'après ça, moi, ça m'a beaucoup aidé
pour le documentaire. Puis après, moi, j'ai fait seulement un contrat au Festival du cinéma. Je n'ai pas pu revenir parce que j'avais d'autres offres. Mais Ariane Gélina, qui avait cofondé le Festival du documentaire avec nous, elle a pris ma place au Festival du cinéma. Puis elle a vraiment... Là, tu sais, au Festival du cinéma, il y a des procéduriers pour chaque tâche. Il y a vraiment des trucs très, très établis. Puis, après 40 ans de petite, tu réussis à avoir quelque chose de pas pire. Non, mais pour connaître beaucoup d'organisations, je dirais que c'est assez exceptionnel comment, à un moment donné, ils ont fait une vraie Bible avec les tâches par mois, qu'est-ce qui arrive, tout ça. Je vous dirais que depuis que je suis là, depuis bientôt 6 ans, tout a scrappé parce que là, le numérique est... Ça a complètement changé, mais en même temps, la base là, vraiment était là. Puis tu pouvais arriver au festival, puis pas avoir de training, puis pas rencontrer personne, puis savoir ça allait être quoi, ta job. Ouais. Fait que ça, c'est exceptionnel, là, parce qu'il y a un roulement d'employés. Oui, c'est ça. Des procéduriers. Puis quand le FME a parti, Sandy Boutin est allé s'asseoir avec eux aussi. Là. Fait que tu sais, c'est pas une joke que le Festival du cinéma, c'est le grand frère des festivals. Ça fait 40 ans, puis ils ont démarré quelque chose de dire qu'en Abitibi, tu peux faire quelque chose de gros, de national, d'international. Sandy, il l'a vu, puis il l'a fait avec la musique. C'est pas parti. Oui, c'est parti de sa passion à lui, mais il a vu que les autres ils l'ont fait. Que c'est possible. Puis nous autres, on a grandi là-dedans. Là. Fait que, tu sais, moi, c'est quand je suis arrivée à Montréal que je me suis rendu compte que c'était pas normal d'avoir des festivals internationaux dans les régions. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, les autres qui venaient de d'autres régions, il n'y avait pas ça. Ah, OK. Je pensais que c'était normal. Tu sais, toute la mobilisation des bénévoles, l'implication bénévole qui a été établie par le Festival du cinéma, puis c'est comme une culture, là. Ouais. C'est de même à H2O, c'est de même au Festival d'humour à Val-d'Or. Il y a vraiment une implication très forte. Ben, ça vient beaucoup de ça. C'est grâce au Festival du cinéma qui a valorisé beaucoup ces bénévoles, puis que ils ont été mis très, très en avant, puis ça l'a démontré. Je pense que rapidement, le monde a vu le plus-value dans la vie de s'impliquer dans un événement comme ça. Mais ça n'arrive pas dans toutes les régions. Là. Non, vraiment pas. Fait que, ouais, c'est ça. Ça fait maintenant... Ça va être mon 6e dans quelques mois. Puis tu as reçu quand même des artistes de renom, quand même, qui sont passés au festival. Quelques-uns, y en a-tu en tête qui viennent? Ben moi, je suis pas du type groupie, là, mais l'année passée... Non, mais l'année passée, on a réussi quand même à faire un festival. On est dans les rares à avoir fait un festival en salle, en mode COVID. Donc, il y a des activités qui se sont pas faites ou il y a des activités qui se sont transformées. Donc, assez spectateur par film, ça ne doit pas être évident à rentabiliser. Hein? Non, on parle pas de rentabiliser. On parle on veut faire un 39e pour avoir un 40e l'année d'après. Mais non, mais en même temps, nous, on est au Théâtre du Cuivre, c'est 725 places. Donc, on avait 20 % de notre jauge à peu près. On était à 130, 135. Puis ceux qui vont dans des festivals de cinéma savent que 135, une représentation, c'est bon. Donc, nous autres, c'est exceptionnel, 700. Là, un mercredi après-midi, t'as pas ça ailleurs. J'avoue que, ouais. Souvent, les festivals de cinéma, ils ont plusieurs représentations. Donc, leur public se divise. Nous autres, on est tous en même temps. Donc, ça fait une concentration de public. Mais on avait, normalement, on a un brunch, conférence avec un invité, puis tout ça. Puis l'année passée, on l'a juste fait en live Facebook parce qu'on pouvait pas avoir de public. Ce qui fait que j'étais à peu près à la même distance de Robert Lepage. Puis ça, j'ai eu un petit buzz. Parce que je pouvais pas m'arrêter beaucoup parce que l'année passée, c'était quelque chose là, avec toutes les restrictions puis les normes sanitaires puis la pression parce que on était comme les seuls à en faire, fait qu'on était vraiment surveillés puis à la fois par la santé publique, à la fois par le public aussi. Mais ce moment-là, j'ai décidé que je la prenais cette heure de break là, puis je me suis vraiment assise à 3 pieds de Robert Lepage puis pour vrai ça a été, c'est quand même un cinéaste qui était important dans ma carrière aussi, dans ma découverte du cinéma québécois, alors qu'il disait justement qu'il reniait quasiment son film confessionnal. J'étais comme, oh my God, ça m'a tellement marqué. Mais non, pas qu'il renie, mais c'est un homme de théâtre, puis c'est contraignant pour les gens de théâtre, le cinéma. Mais ça a été quelque chose. Jean-Marc Vallée aussi, j'avoue, c'est de découvrir une générosité, puis quelqu'un qui... Il t'a venu présenter quel film? Lui, en fait, il était venu pour faire le brunch conférence, puis il a donné des conférences dans le cadre de notre Talent Lab pour les professionnels. Mais, après ça, finalement, peut-être 4 jours avant le festival, il a dit hey, « Moi, je produis un film. Est-ce qu'on peut faire une petite projection presque secrète, un genre de screen test, tout ça? » Il va me l'envoyer par WeTransfer. Mais c'était... mon Dieu, quel blanc de mémoire niaiseux.
Crazy. Non. Un petit film sur Ah ouais, ça, dis-le pas à personne. Non, c'est le film de Marie-Julie Dallaire sur la musique, un documentaire. Voyons, Colin. Tantôt, je vais crier un titre, ça va être ça. Il va me revenir plus tard. Mais époustouflant, là, vraiment, même ma grand-mère qui était bénévole, ma grand-mère qui avait 83 ans, qui était bénévole, puis qui t'a regardé le film, elle a sorti, elle a dit hey, ça, c'est un des meilleurs films que j'ai jamais vu de ma vie. Donc, j'espère vraiment pour vous autres que je vais trouver le titre. Mais il vient de sortir, là, il est sorti officiellement parce que là, ils l'ont terminé. Donc, c'est Marie-Julie Dallaire, la réalisatrice. Là. Vous irez voir ça. Vous irez googler ça. Mais il était vraiment venu parce que lui, il est venu avec des courts-métrages. Il est venu avec son premier long au festival. Il a développé une amitié. Puis Jacques Matt s'est essayé, président du festival. Il a comme écrit ça te tenterait dessus. Puis ils sont allés souper ensemble à Montréal. Puis ils ont jasé. Puis il a fait ben oui, c'est certain. Donc, je m'en viens à Rouen, utilise-moi là. Tant qu'à être là. Fait qu'il a presque dit oui à tout, Benoît. On l'a pas eu au podcast, mais c'est parce que le podcast n'existait pas. Non, malheureusement pour nous autres. Mais il a fait un match à Sirène, par exemple. Non, mais on rit, mais il a dit que ça serait le fun du karaoké. Et là, Cédric, mon coordonnateur, s'est organisé. On l'a fait à notre permanence, notre salon des invités, mais on a eu un karaoké. J'avoue que Jean-Marc Vallée au Chum, ça aurait été parfait. Oh, man! Avec le groupe Attitude. Yeah! Mais ouais, non, il va avec la gang d'Espace Co au bar des Chums. Ça fait partie du pèlerinage. Du pèlerinage? Ouais. Il y a de quoi de mythique avec ce bar-là. Ouais, c'est merveilleux. Il y avait eu Ricardo Troggi aussi, il y a une couple d'années. Oui, l'année d'avant, Ricardo Troggi qui avait fait justement une brunch conférence aussi. Juste après 91. Une bête de scène. Tu sais, c'est ça, c'est des énergies. Tu sais, l'année passée, pour vrai, moi, Ginette Renault, ça a été... oui. C'est vrai. Pour vrai, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un de... Puis elle, c'est une punchliner. Là. Elle avait joué dans quoi? Elle avait joué dans Imelda. C'était dans notre court-métrage à l'ouverture. C'était Imelda 3. Okay. Simone, puis c'est un film de Martin Villeneuve qui... accessoirement le frère de Denis. Mais non, mais c'est un gars hyper talentueux. Mm-hmm. Autant comme acteur que comme réalisateur. Puis jadis, il avait fait Imelda, puis il prenait il se déguise dans sa propre grand-mère, puis il raconte des trucs de sa grand-mère. Puis il voulait faire un long métrage, puis ça n'a jamais été financé. Fait qu'il s'est dit à la place, je vais le faire. Je vais faire plein de petits courts-métrages. Mm-hmm. Puis donc, il avait fait Imelda 2, Le Notaire, avec Robert Lepage, qui est venu présenter aussi, puis Imelda 3 avec Ginette Renault. Puis pour vrai, là, vous le verrez. Imelda 2, Le Notaire, il est en ligne présentement. Je pense qu'il est sur Vimeo. Imelda 3, il roule encore dans les festivals, là, mais quand vous allez pouvoir le voir, il faut le voir, c'est une performance de Ginette Renault pour vrai, un de ses grands rôles. Là. C'est pas une joke. Là. Fait que, mais c'est ça. Après 3 minutes, elle te lâche des jokes de cul, là. Puis, mais c'est ça. C'est showmanship, elle. Ginette, c'est venu avec. C'est venu d'un bar rock'n'roll. Je me souviens, Mathieu, quand on a fait un podcast là, pour le festival, la dernière édition, puis j'avais parlé de ça, là, que Ginette Renault était là. Ça serait vraiment intéressant de l'avoir. Mais un jour. Ah, elle est fun. Moi, j'ai adoré le contact avec elle. C'est ça, tu sais. Elle était là pour avoir du fun. Là, elle faisait pas un spectacle, qu'elle n'avait pas à se stresser pour sa voix ou peu importe. Fait que ça a été Mais il y a quelque chose de magique avec le festival. Je sais pas si c'est comme ça avec les autres festivals en région, mais nous autres, les gens viennent en avion majoritairement. Puis, quand ils arrivent à l'aéroport, nous autres, on les accueille. Là, j'ai une armée. Ils sont pris en charge à partir de là. À partir de. Ben, même, en fait, ils sont pris en charge à Montréal. Ah ouais? Parce que j'ai. Hors COVID time, là, j'ai ma responsable de la logistique qui est même à Montréal, qui les accueille à l'aéroport avec son petit stand. Fait que là, ils savent déjà où s'en aller. Ils prennent l'avion tous ensemble, ils arrivent ici. OK, c'est un vol nolisé, j'imagine? Oui, ben nolisé, c'est ça. C'est Air Canada qui nous réserve c'est ça. plein de sièges. Air Canada sont d'adon, tabarouette. OK, bon. Quand il y avait des vols. Ah, c'est ça. Mais ça, c'est l'historique du festival aussi. Ouais. J'ai le luxe d'avoir des partenariats qui datent de 35 ans. Ouais, c'est ça. OK, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça. Mais... C'est ça le secret. Il faut durer. Ben, il faut être fin pendant 35 ans. C'est ça. mais c'est ça. Puis quand ils débarquent, ben là, il y a les chauffeurs. Puis c'est comme un tout inclus, là. Tu sais, je veux dire, nous autres, on les amène manger. On va tous manger ensemble aux mêmes places. On fait plusieurs restos de Rouen. Ils sont transportés, ils sont logés, ils sont nourris. Ils n'ont pas besoin de penser. Ils pourraient oublier leur carte de crédit à Montréal, ça serait pas grave. Ils n'ont pas besoin de penser. Puis s'il faut aller à la pharmacie, ben j'ai un chauffeur qui va les emmener à la pharmacie. Donc, tu sais, il y a vraiment un abandon quand ils arrivent ici.
un peu comme quand probablement tu débarques dans un tout inclus au Mexique, tu fais comme, ben là, si j'ai oublié une fenêtre dans ma maison, ben... J'avoue que c'est un bel exemple. Non, la fenêtre est ouverte dans le salon, je peux rien faire, là, tu sais, ou non, j'ai pas... Mais il y a de la bouffe en masse, puis de la bière. Ben, c'est ça, tu sais, parce que oui, il y a quand même un peu de boisson. Mais ça, d'ailleurs, j'ai vécu une fois, avant la COVID, là, l'espèce de dîner d'ouverture dans le hall d'entrée, ça, je m'en étais fait parler, puis là, je l'ai vécu, je fais comme waouh, c'est abondant, là, c'est l'abondance. Là, puis tout le monde partage les trucs, puis tu partages. En avant de moi, il y avait justement un réalisateur connu que je nommerai pas, je sais pas c'était qui, je m'en souviens pas. Mais... Je nommerai pas parce que je sais pas c'est qui. Mais sa face, ça me dit de quoi, là. C'est ça, un comédien, avec le chat, je partage une crevette avec. Mais ça, c'est un aspect, puis je pense que c'est bien calqué par d'autres festivals en région parce que c'est devenu comme justement partie de la culture, mais nous autres, l'accueil au festival, c'est équitable. Tu as fait un court-métrage, tu arrives, tu vas manger au même resto que justement Jean-Marc Vallée, puis tu vas peut-être même être assis à côté, puis tu vas peut-être devenir chumé, puis les réalisateurs, réalisatrices de la région, même chose. Cool, au contraire, ce qu'on veut, c'est que développer ce réseau-là. Ben oui, puis que justement, les gens qui font du court-métrage, puis éventuellement vont faire du long, ben là, ils vont se ramasser justement au dîner d'accueil à côté d'un distributeur qui, lui, normalement, verrait pas les courts-métrages, connaîtrait peut-être pas le talent émergent, mais finalement, nous, vu qu'on passe le court-métrage avant son long, à lui, il n'y a pas le choix de le voir. T'sais, donc là, ben finalement, j'ai vu ton film, c'était le fun, tu vas-tu faire un long, tu viendras me voir. T'sais. Fait qu'il y a vraiment... Puis c'est subtil parce qu'on n'organise pas des activités de speed dating puis de machin de même, là. C'est justement, c'est l'informel avec une coupe de vin puis un repas. C'était Ricardo Troggi, justement, qui était là. J'étais au dîner qu'on était, puis je venais d'écouter les 81, 87, 91, puis j'étais comme, ce qui est hot. Puis t'es allé y parler? Ben non, je suis trop gêné, puis je suis pas groupie, tu sais, je veux pas être ce gars-là. Mais non, mais en fait, c'est ça, c'est pas groupie, c'est juste... Interagir, socialement. Puis eux autres, c'est ça qu'ils aiment, parce que justement, tu sais, c'est pas comme des paparazzis qui leur courent après, ou des tatas qui... C'est du vrai monde. Signer mes seins? Non, tu sais, c'est vraiment... Puis tu sais, il y a des gens, des fois, j'ai vu des gens faire comme, ouais, ton film, je suis pas sûre, moi, de telle affaire, explique-moi ça. Puis tu sais, les artistes qui aiment ça, là, tu sais, c'est vraiment, OK, la personne, elle a regardé avec attention mon film, elle me pose des questions, je peux en discuter, elle me challenge, ouais. C'est juste, j'ai aimé ton film, moi, je suis juste content comme nous autres, j'ai aimé ta game d'impro, on est content de recevoir le commentaire, eux autres aussi aiment ça. Ils sont dans les festivals pour ça, c'est ça, ouais. Aussi, là. C'est une petite tape dans le dos, le fun. Ouais. Puis là, je pense que c'est d'autant plus vrai. Là, ça fait 1 an qu'ils n'ont presque pas présenté de film en public. Là. Ouais. T'sais, nous autres, le festival, c'était ça l'année passée. Sébastien Ricard qui a gagné justement un prix pour son rôle dans le Club Vinland que vous aviez reçu, d'ailleurs. Merci pour l'invitation. Ben, on s'est invité puis nous avait accepté l'invitation. Mais, Ah ouais, c'était allé dans ce sens-là. Ben, moi, j'avais déjà en tête quand même de... Ouais, on avait déjà eu... J'avais comme écrit, puis ça s'est booké. Puis j'avais écrit mon courriel de façon à ce que vous ne pouviez pas dire non. Là, fait que... Oui, mais c'était rien que laver vos micros, calvasse. Ouais, c'est ça. C'était même pas notre gear, en fait, je pense. Non, c'était notre... Non, c'est... Les caméras, c'est votre gear, puis le micro, c'est nous autres. Non. Non, je pense qu'on avait notre setup. Non, on n'avait rien pantoute. C'était Valentin qui avait tout mis. Maverick et Valentin qui avaient organisé ça. Il avait été super génial avec nous autres aussi. Il nous avait monté... En fait, c'est qu'on a développé un espace studio pour qu'il puisse y avoir plusieurs lives ou plusieurs... Si jamais, s'il y a lieu. Ça nous a donné des idées pour ça. Là. En ce moment, ça a bâti par rapport à ce qu'on avait vu à l'automne. On a fait, ben là, il faut se resguirer aussi. Puis là, le réseautage. C'est pour ça qu'il faut s'inviter entre nous dans nos affaires. Yes, tout le temps. Faudrait inviter Valentin. Ben oui. Valentin, ça serait cool. Il est français, hein? Ouais, c'est pas grave. C'est quoi le problème? 60 minutes de français dans un podcast. OK, monte le son d'Émilie. Là. Mais non. C'est quoi le problème avec le français? Je rajoute qu'il est roux? Non. Pour vrai, Valentin, c'est un être absolument adorable. Malheureusement, il souffre parce que trop de monde l'aime, puis je pense que ça lui enlève du temps dans sa vie. Il travaille avec vous autres ou il travaille au Petit Théâtre? Il travaille au Petit Théâtre, mais moi, j'ai appelé Rosalie du Petit Théâtre. J'ai dit, je veux louer Valentin. Il est déjà réservé pour l'année prochaine. Pendant le festival, Valentin est sur le festival. On se partage les ressources. C'est ça qu'il faut. Quand on en trouve des bons, on les garde. Ben oui, puis tu sais, il faut y marier. Là. Ça, c'est un produit de Lucat. Il faudrait le marier. Non, mais là, il y a une blonde correcte, là, tu sais, parce que c'est ça qu'il faut qu'ils restent dans la région, ou qu'ils reviennent, ils tombent en amour. Ouais. C'est un produit du bac en numérique de Lucat. Ça aussi, c'est une richesse d'avoir ça. C'est combien de diplômés qui sortent de là chaque année? Et Colline. Il n'y en a pas sûrement pas. Vous me rajouterez la réponse au montage. Il me semblant que je le savais. Il n'y a sûrement pas un si gros pourcentage. pourcentage. On va te faire de la post-synchro par-dessus. Il n'y a sûrement pas un si gros pourcentage qui reste dans la région. Je veux pas, là. Pour vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas la rétention. Il n'y a pas juste
On les voit au FME. Là, non, mais dans le programme numérique, il n'y a pas juste une sortie. Là. Il y a plusieurs concentrations. C'est ça, il y a plusieurs sorties. Jeux vidéo. Je pense que ça commence peut-être jeux vidéo, mais il y avait... En tout cas... Oui, il y a la création 3D, il y a le jeu vidéo. Oui, le département est à Montréal, mais sinon, c'est ça. Tu sais, en même temps, ils peuvent se placer dans plein d'entreprises parce que de plus en plus, de toute façon, la création numérique. Je veux dire, moi, quand je travaillais chez Production Balbuzard, on faisait des... Tu as fait ça aussi? Ben oui, on faisait de la modélisation de galeries minières. Là, ça prenait du monde qui savait faire de la 3D. Là. C'était pas moi. Là. Moi, je gérais le projet. Je faisais « Waouh, c'est beau! » Bien joué! Je n'ai pas ce skill-là. Là, j'ai étudié en 16 mm. C'est exactement ce que le client voulait. Mais ça me fait penser, tu parlais de modélisation de galeries 3D. On t'a vu dans un film? Ça a l'air, hein? Ben oui. Je pense que c'est un des projets qu'on me parle le plus. J'ai dit 3 phrases dans le souterrain. Je me fais arrêter non-stop sur la rue. Ma fille a mané. Maman, t'es-tu une vedette? Mais je vais-tu pas le voir, ce film-là? J'ai été surpris parce que je savais juste pas. Puis je fais, je reconnais ces visages-là. Toi et Virgile. J'ai même dit à Virgile hier que c'était le plus beau tabarnak dans le cinéma québécois. C'est parce qu'il le disait à moi. Il était habitué. Il te sac après. Il t'a lancé une chaise. Il lance une chaise puis tu sac après. Ouais. Ça, c'est-tu Sophie Dupuis qui t'a appelé ou ça a été par audition? Ou Sophie, moi, j'y enseignais quand mon fameux contrat au cégep. À ce moment-là, était au cégep. Ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Puis elle était revenue justement dans le documentaire puis tout ça. Ah oui? Puis, en fait, puis tu sais, souterrain, nous autres, par la bande, j'ai aidé certains trucs dans la production. Puis, on leur avait dit, si vous avez besoin d'aide, au festival, on l'avait fait justement avec Géant Majeur, on l'a fait avec d'autres films quand c'est possible, on facilite. Il y a de plus en plus de films qui se tournent en région, là. Pas beaucoup, mais il y en a un petit peu plus qu'avant. Ben, puis tu sais, on a des cinéastes de plus en plus aussi ici, là, qui décident de tourner à partir d'ici. Donc, c'est ça. Puis oui, c'est ça. Sophie, elle m'a comme écrit à un moment donné qu'elle avait un petit quelque chose pour moi. C'est cool. C'était la première fois que je descendais sous terre, en plus. Ah ouais? Ah ouais. C'était tourné où? C'était-tu tourné à Cité de l'Or à Val-d'Or? Ou... C'était à Eldorado Gold. Ah ouais? OK. Puis il y a d'autres shots là, qui sont tournés. La cage n'est pas... puisque nous autres, on descendait en camion. Je pense que la cage est ailleurs. Le plan en vol d'oiseau, c'est... La Minkina. C'est la Minkina, ça se peut-tu? Je pense que oui. Ouais, puis c'est genre sur le chemin sur le lac. Plan, là. Ouais, c'est ça, avec le lac autour. C'est malade, là. C'est vraiment malade. Là. Ben, il a gagné pour la direction photo, puis c'est pas pour rien. Là. C'est vraiment malade. Ben, elle a encore tout cassé au dernier Iris, là, il me semble. Là. Ouais, mais ça, c'était comme particulier parce que, tu sais, j'étais pas tout seul à être jamais descendu dans une mine. Là. Tu prends une DOP de Rosemont puis tu l'envoies je sais pas combien de pieds sous terre. Là, mais ça faisait des shots. Michael Gouin non plus. Aller courir en chest dans une mine. Mais c'était drôle parce que justement, moi et Virgile, on tournait ensemble. Puis on est arrivés sur le set. On est montés à Val-d'Or ensemble le matin. Puis on est arrivés sur le set ensemble. Fait que là, les mineurs qui figuraient pensaient qu'on était des acteurs de Montréal. Fait que personne ne nous parlait. Puis là, les acteurs de Montréal pensaient qu'on faisait partie des figurants mineurs. Fait qu'ils nous parlaient comme pas vraiment. Fait que personne ne parlait. OK. Mais là, rapidement, quand on a eu à dire des mots, ils ont fait « OK, vous êtes des comédiens. Hein. On est des comédiens régionaux. » Tu joues un rôle de gestionnaire ou dans la mine? Non, je suis une mineuse. Puis ça a l'air, je suis crédible. Puis tout. Ouais, puis c'est ça. J'ai pas vu le film encore, c'est ça. J'ai hâte. Vraiment un gros plan en plus, surtout quand tu rentres dans. Il y avait une synchronisation de lumière frontale là-dessus. Puis tout. Non, ça prenait du talent. C'est ça. C'est ça, on a parlé, on l'a reçu, Sophie Dupuis, pour un 60 minutes avec elle aussi, mais la technique que ça demande de tourner dans une mine, c'était assez particulier. Là, Oui, puis tu sais, les contraintes aussi, par exemple, eux autres faisaient des blasts si je me trompe pas, c'était à 5 heures le soir. Ouais. Fait que tu sais, normalement, une journée de tournage, c'est 10 heures de tournage. Mais vraiment à côté. Là, ça donnait 7 heures parce qu'on ne pouvait pas descendre. Il y avait un blast, je pense, le matin aussi. Fait que là, c'est comme entre deux blasts. C'est ça. Là, tu ne retardes pas la prod. Là. Tu ne retardes pas la production de la mine. Là, c'est ça. Ben non, puis tu peux pas être là. Fait que c'est comme, OK, go, on remonte dans le truck, puis on remonte dans l'autobus, puis on repart. Ouais. Fait qu'eux autres, ça leur a fait des petites journées de tournage très concentrées. Là. Mais Sophie, elle nous avait dit que, tu sais, elle était vraiment heureuse parce que les mines avaient été super ouvertes puis super disponibles pour eux. Puis, tu sais, je sais pas après ça dans leur production, mais tu sais, moi, j'ai déjà travaillé dans une mine en informatique, mais tu sais, je sais, en ayant travaillé là, que le mètre que tu creuses pas, c'est un mètre perdu à jamais. Tu peux pas jamais rattraper ton travail. Fait que, tu sais, c'était vraiment généreux de leur part dans un secteur industriel très timé de dire, ben oui, on va accepter une équipe de tournage pendant
j'imagine que ça a été plusieurs jours de tournage. Juste aller dans les galeries, puis d'avoir les plans, puis de la machinerie, puis j'imagine qu'il y avait la formation avec ça. Là, fait que... puis moi, justement, vu que j'ai travaillé quand même 5 ans chez Production Balbuzard, on en faisait beaucoup là, de corpo minier, puis je sais tout ce que ça implique au niveau de d'avoir un responsable santé-sécurité avec les gens qui sont pas, qui sont pas des mineurs, puis toute la question du tag board, d'avoir ton tag quand tu descends, puis il y avait vraiment des choses à considérer. Je pense qu'ils ont beaucoup appris là-dessus. Mais effectivement, moi aussi, j'étais très surprise au début de l'ouverture de la mine. Mais quand je parlais qu'on a un déficit d'image en Abitibi-Témiscamingue, je pense qu'au niveau du secteur minier aussi, c'est vrai qu'il y a eu des trucs vraiment pas corrects, puis qu'au niveau environnemental, on a du chemin à faire, puis tout ça. Mais moi, justement, j'ai vraiment découvert le secteur minier en faisant du corpo là-dedans, puis j'ai vraiment découvert des gens ultra passionnés, des gens très avant-gardistes. C'est l'innovation, justement pour essayer de faire le maximum de recyclage, le minimum d'impact environnementaux. Les jeunes qui sont là en environnement, là, ils croient, là, ils ne sont pas là pour faire du greenwashing. Là, Après ça, les boss de la mine en Suisse ou on ne sait pas où, là, ils n'ont peut-être pas la même vision, mais je crois que les investisseurs. Je crois que ces gens-là qui sont en région, il y en a une grosse majorité, même les mineurs on peut croire qu'ils font ça juste pour l'argent. C'est quand même des gens qui sont passionnés. C'est comme à la guerre, c'est des frères d'armes, Puis... on le voit dans le film. En fait, c'est la première fois qu'on voyait ça parce que tout ce qu'on voit des mines, c'est la pollution, la saleté, le danger, tous les déplacements de maisons à Malartic. Ouais. Ça fait partie de l'équation, c'est sûr, mais reste que les gens de l'extérieur, c'est tout ce qu'ils voient, C'est la vie économique aussi de la région, ça, faut pas l'oublier. S'il n'y a pas les mines, on n'est pas là. Puis, c'est pas des esclaves, là. Il y en a là, qui n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont peut-être pas d'études ou parce qu'ils ont des gros paiements. mais reste que, je pense qu'il y a une adrénaline, puis il y a quelque chose là-dedans qui fait que les gens deviennent accros. Mais c'est des gens qui sont fiers de leur travail, mais qui ne peuvent pas être fiers. Parce que si tu dis que tu es mineur, tu es un pollueur, un méchant, alors là, je pense que ce film-là permet de faire comme « Ah, OK, c'est ça qui se passe. C'est ça, les humains. Là. On voit tout le temps les grosses corporations milliardaires, mais on ne voit pas l'humain au bout qui est là. Puis que nous autres, en région, on connaît presque... Tout le monde est lié à quelqu'un qui travaille dans le secteur. Fait que je pense que ça va faire ça va aider aussi le film à avoir du succès parce que dans d'autres régions aussi, là, tu sais, dans Thetford Mines, aux îles de la Madeleine, à la Côte-Nord... il y a vraiment beaucoup de culture minière là-bas. Puis moi, je pense que c'était la première fois qu'on voyait ça dans le cinéma québécois. Puis, clairement. C'était la première fois qu'il y avait un film minier. Là, il est peut-être arrivé des fois des films avec des personnages qui étaient mineurs, mais pas qu'on voit le milieu. Puis... il y avait eu une série de, je pense que c'est Jean-Claude Lard qui avait tourné à Val-d'Or, qui s'appelait pas Lard ou quelque chose de même. Là. Et à la fin de le chiffre, là, il allait tout boire dans un bar en 2x4, là, puis en plywood. Là, puis c'était vraiment cliché. Là. Okay. Je me rappelle pas, probablement que vous étiez même pas encore au secondaire, parce que je pense que j'étais à l'université. Puis je pense qu'il y avait Marine Orsini qui jouait là-dedans, puis il avait tourné à Val-d'Or, puis je regardais ça, puis j'étais comme, il me semble que c'est juste des clichés, mais bon. Oui, mais fait que tu sais, c'est ça aussi qu'on aime en Abitibi, là. Si tu parles de nous, c'est le fun quand c'est quelqu'un qui vient d'ici. Ouais, puis le portrait. C'est de quoi qu'elle parle. C'est ça que Sophie Dupuis c'était comme mission. Ouais, puis le portrait est réaliste. C'est tous des gars que j'ai reconnus. C'est tout pour du vrai, monde. l'acteur principal, moi, j'étais comme, je l'avais pas vu encore ailleurs. Là, finalement, après ça, je l'ai vu dans M'entends-tu. Mais c'est ça. Moi, je l'avais vu dans M'entends-tu. Je l'avais pas encore écouté, M'entends-tu. J'avais fait, voyons, c'est un gars de Val-d'Or, tu sais. Puis ça ressemble pas en tout. Mais la même affaire aussi, tu sais, dans le premier film de Sophie Dupuis, dans Chien de garde. Il y avait l'acteur qui fait Théodore un des frères. Pellerin. C'est-tu Théodore? Ouais. Théodore, c'était le jeune, puis Jean-Simon Leduc, c'était le plus vieux. Oui, c'est ça, le jeune, mais tu sais, qui joue le paralysé cérébral. Là. Non, il y a eu il est aphasique à cause d'un... Traumatisé crânien, c'est ça. Mais j'ai toujours pas le titre du film de tantôt, par exemple. Mais ça, je suis contente qu'on l'ait trouvé. J'avais trouvé, parce que moi, j'avais trouvé super bon dans Chien de garde, puis là, j'ai fait, là, c'est complètement d'autre chose, puis, tu sais, je crois, puis c'est vraiment fou, là. Je trouvais que c'était une belle découverte d'acteurs québécois, là. Je trouvais que c'était super cool. Là. Ouais. Puis là, elle a un autre film qui s'en vient sur l'univers des dragues. Ouais, j'ai déjà essayé de manipuler pour un rôle. Je sais pas ce que je vais en faire. Mais c'est parce que les dragues, elle peut-être me voir en robe. Non,
Non, je pense pas que ça soit en Abitibi, mais c'est le fun parce que justement, tu sais, Sophie, elle a la capacité de faire de la recherche puis de se mettre dans la peau d'eux. Tu sais, c'est ça du cinéma aussi. Tu sais, il y a comme eu ces débats-là. Là, tu sais, tu peux pas jouer un tel genre de personne si t'es pas ce genre de personne-là. C'est pas vrai, c'est ça, l'art. C'est d'être capable de raconter toutes sortes d'histoires. Puis, tu sais, est-ce que tu veux vraiment quelqu'un qui a vécu l'histoire mais qui sait pas raconter d'histoire puis qui est plate, ou tu veux quelqu'un qui a le don de raconter des histoires puis qui est capable d'aller chercher les trucs puis de bien le rendre puis que là, ça va intéresser le monde, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que l'univers des dragues, moi, c'est quelque chose aussi qui me... Christian Bégin avait eu une belle... quand justement, dans M'entends-tu... Dans M'entends-tu, sérieusement. Il avait bien dit. Moi, c'est ça ma job, de jouer des affaires que je suis pas. Et c'est le rôle de sa vie, on s'entend-tu? Eh, mon Dieu, qui était cœur. Il était bon là-dedans. Même au début, je l'avais pas reconnu. Ça a pris un petit temps avant que je le reconnaisse. Ils ont dénoncé parce que leur propos est légitime, mais après ça, il faut que tu en prennes puis t'en laisses. Puis, tu sais, oui, il faut que le créateur garde ça en tête pour de la diversité puis à la bonne place, mais je pense pas que c'était dirigé contre Christian Bégin précisément. Non. Puis, moi, je suis quand même pas contre les quotas, surtout que je suis une fille. Puis, moi, justement, là, quand j'étudiais en cinéma, il l'avait vraiment. Là, c'était un boys club. Puis, même à l'université, là, je veux dire, s'il fallait, mettons, être une équipe, tout le monde a écrit un scénario. Puis là, quel scénario qu'on va filmer, l'équipe? Si le gars se fight légèrement pour son film, les filles, on s'écrasait toutes. Il y avait ce sentiment-là que c'est sûr que ton idée est moins bonne ou n'intéresse que les filles. C'est ça qui est cool, c'est que c'est Sophie Dupuis qui arrive avec un film sur les mines, qui est un milieu typiquement masculin. Mais elle est l'autre génération après, puis je suis super contente. Cool, puis j'ai l'impression que la génération d'ensuite, ça va être encore mieux. Mais c'était un peu comme Camille Dallaire disait pour le Festival d'humour émergent. Ils ont appelé ça le show parce qu'il y a juste des filles, mais tu sais... Parce que quand c'est un show de filles, il faut le dire, mais quand c'est un show, il y a juste des gars, on dit pas le show de gars. Non, c'est vrai. Maintenant, s'il y a juste des gars, on dit qu'il manque de diversité. Mais les films... Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, les films faits par des filles, c'était sûr que, tu le regardes pas quand t'es un gars. C'est sûr que tu vas t'emmerder, ça va parler de ménopause ou de femmes enceintes. Puis ça va alors qu'au contraire, ça veut pas dire, tu sais. Non. Mais même moi, quand j'ai commencé à faire de l'impro à la SDI, là... Si c'était une fille qui commençait l'impro, là, tu voyais un nombre assez important de gens qui allaient s'acheter de la bière ou aller aux toilettes. Ça m'insultait. Des fois, j'étais comme... Puis oui, c'est vrai, des fois, que la fille était pas bonne. Mais le gars, après, il était gênant, là, des fois aussi. Là. Ouais, lui, on lui donnait... Lui, il était comme moins plate parce que c'était un gars. Puis après ça, on a commencé à me dire « Hey, t'es bonne pour une fille. » Ça, c'est lettre. de phrases bizarres. Ça, c'est lettre. Ouais. Fait que là, à un moment donné, c'est comme t'es devenue bonne. Puis là, c'est sûr que, tu sais, je me le fais encore dire parce que je suis la seule fille des Volubiles. Fait que, tu sais, c'est que... Binette le dit souvent, je pense, aussi. Binette, il dit qu'elle a le contenu. Ouais, pour être exact. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est quand même pas tout à fait faux. Mais... non, mais c'est ça. Mais là, il y a encore des filles. Mais il y a beaucoup de filles qui viennent me voir et qui sont comme contentes puis tout ça. Mais tu sais, ça a un peu changé au moins. Là, mais tu sais, là, je pense pas que les gens, quand ils sont assis, vont vraiment se dire « OK, c'est des gars puis une fille. » Tu sais, là, on est comme... on est comme un team puis tu sais, c'est moi qui a... T'sais, je veux dire, mais c'était un combat. Puis même dans l'impro, maintenant, on est arrivé dans la Ligue d'impro qu'il y avait plus de filles que de gars. Ouais. Ben, même à LNI, là, c'est des filles. Là, ils sont beaucoup 50-50, par exemple, à LNI. Souvent, c'est 2 gars, 2 filles dans les équipes. Oui, mais les filles, ils scorent. Puis, mais c'est ça, c'est comme, c'est une vieille mentalité qu'on est en train de détricoter. Puis, justement, des filles comme Sophie Dupuis, des filles comme Florence Lompré, là. Ouais. M'entends-tu, là? Ouais. C'est une série de filles, ça parle de sujets de filles. Tu sais, c'est des sujets durs, mais d'une vision de filles, moi, j'avais jamais vu ça. C'est incroyable. Puis je me dis, waouh, je suis contente que moi, ma fille, qui a 9 ans, grandit dans un monde où les filles ont autant d'écoute que les gars. T'sais. Moi, la première fois que j'ai vu un film, puis que je suis sortie de là, puis je me suis identifiée à l'héroïne, mais de façon cool, c'est Kill Bill, et j'avais 22 ans. C'est dégueulasse. Là. Sinon, avant, c'était juste des gars. J'écoutais les Goonies, il y avait les filles qui l'héroïne. OK, moi, j'avais pas la drogue. Pas la drogue d'hier que je cherchais, là. C'est de quoi on parle? C'est ça, les gars d'Amos, hein, tout de suite. Ça pense à d'autres. Ça veut dire que t'es sorti à 22 ans d'un cinéma puis t'avais envie de trouver un mari, d'avoir un enfant avec, d'essayer de le tuer parce qu'il s'est sauvé avec ton enfant. Ben, j'avais déjà un chum qui était venu au cinéma avec moi. Fait qu'à chaque fois qu'il me regardait, je faisais « Shawing! » Comme si je sortais un sabre. J'étais fatigante de même. Ben, même là, j'y repense, j'ai le goût de le refaire. Mais ça a comme pas de bon sens, parce que sinon, les films de femmes, c'était des films un peu fleur bleue que moi, j'adhérais pas. Ou, tu sais, la Madame... 4 filles et un jeans. Non, t'as pas connu ça, toi? Ouais, non, je trouve que... Mais Tarantino, il a toujours fait ça aussi. Jackie Brown, qui est un personnage... Il a souvent mis les femmes à l'avant-plan dans ses films. C'est pas comme... c'est pas comme quand toi, tu sors de Rocky pis t'as le goût d'être Rocky, là, tu sais, là. Kill Bill, t'as le goût d'aller te battre, t'as le goût d'être... t'es un super-héros, En même temps, là, Tarantino, il voulait aussi filmer les pieds de ces femmes-là, fait que... Non, ça reste un homme. Ah, c'est ça.
Est-ce que Captain Marvel va prendre plus de place dans la quatrième phase de MCU? On en reparlera, mais non. Non? T'as pas aimé Captain Marvel, toi? Non, c'est pas que j'aime pas Captain Marvel, c'est vraiment pas rapport à ça. C'est juste que, pour une raison qui m'échappe, puis j'ai pas vraiment suivi l'histoire, je sais que les fans l'aiment pas, puis qu'à l'intérieur, ça marche pas super bien. C'était supposé être le deuxième film. Le film était bon, moi je l'ai aimé. C'était supposé être Captain Marvel 2, puis là, c'est devenu The Marvels, avec un S. Ouais, c'est ça. Ils l'intègrent comme un autre, puis ils vont kicker la première pour mettre l'autre à la place. Ah non, mais c'est parce que c'est juste qu'une génération de jeunes, ils veulent tasser tous les vieux, mais en même temps... Et Black Widow aussi, là? Ben, Black Widow, mais c'est juste qu'ils veulent faire avec le multivers. Là, c'est vraiment loin, là, mais avec le multivers, ils veulent vraiment placer tous les nouveaux Avengers, toute la nouvelle équipe. Ça, puis ceux qui étaient secondaires. Mais je pense que Captain Marvel va rester parce que... Mais le personnage était intéressant. Le monde était ambivalent entre les deux, mais... J'ai vu ça un peu, les MC. Là, vous parlez pas de fait mon gros sous-titré. Non, c'est ça. Je suis désolée. Je sais pas. On vient de la perdre. T'as jamais reçu... non, j'avoue, mon chum, ça en est un. Ça en est l'un, mais moi, je suis pas... Mais je sais un peu plus, mais justement, ça fait partie, tu sais, comme moi, je suis pas une experte de James Bond, parce que j'écoutais ça, puis j'étais en tabarnak. Ouais, c'est ça. Tu sais, même jeune, je me rappelle, j'avais 6 ans, j'ai regardé des films, j'étais comme, pourquoi la fille, il faut tout le temps que ça soit celle qui braille, que ça soit celle qui soit protégée? Ça m'a tout le temps énervé. Je dis pas qu'il faut pas que ça soit jamais ça, mais Christy, il y a juste eu une overabondance pendant un bout, là. Puis je veux dire, c'est vrai que ça se transpose après ça dans la vie, là, tu sais, qu'on est toujours comme à la solde des gars, puis moins puissante, puis ci puis ça, puis tu sais, fait que il y avait pas de nom en plus, les femmes ben, il y avait des noms, mais je sais, mais c'est les Bond Girls. Oui, puis tu sais, puis c'est comme pour devenir une vedette, faut que tu sois sur le Playboy, puis tu sais, faut que, tu sais, il y avait comme toute cette dimension sexualisée là tout le temps. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé trippant en m'entendant dessus, puis je sais qu'elle en fait d'autres. Florence Lompré, puis je me dis, là, on est dans d'autres choses, on est dans des filles qui sacent, qui fument, qui ont des vies trash, qui sont pas, c'est ça, tu sais, qui sont pas belles, propres et gentilles, puis non, puis là, c'est justement... Ils sont comme ils sont. Ben non, puis on parlait de quotas, je pense que ça l'aide de dire, tu sais, oui, les quotas hommes-femmes, il y en a plein qui ont chialé, mais quand je vous disais que nous-mêmes, les femmes, on se censurait, s'il y a un gars, ben c'est sûr que je vais me tasser, puis ça va être lui qui va le réaliser, puis ça va être son histoire, parce que je m'auto-censure. Mais là, quand il y a un quota, quand tu as un arbitre d'impro qui te force à y aller, là, ben tu y vas, puis Christy, tu torches des... T'as du fun. Tu sais, s'il n'avait pas fait ça ce jour-là, peut-être que je serais vraiment pas là, puis je pense que je suis pas mauvaise, là. Fait que, voilà. Tu serais pas d'involubile si Luke Campbellman n'avait pas fait ce move-là, peut-être? Ben, je pense pas, non. Effectivement. C'est gros, là. C'est pas grand-chose, là. Qu'est-ce qu'il a fait là? Mais il a fait un quota. Puis, tu sais, c'est la même chose qu'il faut faire avec les diversités, notamment les Autochtones, parce que s'il y a un peuple qu'on a dit que sont moins intéressants, sont moins intelligents, c'est pas, tu sais, leur culture et de la chenoute, c'est bien eux autres. Fait que ça, je pense que... Il y a beaucoup de rattrapage à faire. Ben oui, puis tu sais, ça en est un peuple que, tu sais, mettons, tu dis, ça va être un film autochtone. Mais c'est pas du rattrapage qu'il y a à faire, c'est de la réconciliation. Là. Il s'est passé quelque chose, on devrait s'excuser, arrêter de faire ça, passer à d'autres choses, puis tu sais, progresser. Mais le rattrapage, je le sens au niveau, mettons, de la place médiatique, au niveau de l'art. Oui. Ça, je pense que oui, comme il y a un rattrapage qui est encore en cours au niveau, justement, des femmes, je pense que c'est la même chose. C'est effectivement, c'est d'en montrer le plus possible pour que les gens s'habituent. C'est niaiseux à dire, mais tu sais, c'est comme la toune de l'été à Énergie. Là. Au début, tu la trouves pas si bonne, mais quand elle joue 12 fois par jour, à la fin, fait de l'été, tu t'as shake. C'est pour ça qu'il y a encore au début, la première. Ça, c'est la toune de l'été. Ça va être quoi, la toune de l'été? Quelle toune de l'été on va vous forcer à aimer? Mais Roxane Bruno! Non, mais c'est niaiseux, mais c'est vrai. C'est à force d'en voir, les enfants en voient. Fait que les enfants sont habitués, ils trouvent pas ça bizarre. Ils sont pas, ils carburent pas juste à la même affaire. Puis ben après ça, c'est que tu fais comme, ah, mon Dieu, mais au prorata, il y a autant de bons mauvais que dans le blanc, qu'il y a du bon mauvais. Il y a du mauvais en blanc en tabarnouche, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je pense que oui, il y a un rattrapage à faire, mais j'ai bien confiance en des nouvelles générations, là, qui sont beaucoup plus ouverts. C'est comme le film me fait penser aux jokes racistes que je faisais avec Mathieu Larreau. On prenait tous les stéréotypes racistes qui existaient, sauf qu'on mettait ça sur la faute des Blancs. Fait qu'on partait un setup de joke hyper raciste, puis là tout le monde était comme Chris, pour dire c'est à cause des Blancs, ça! C'est encore des Blancs! C'était notre façon de protester. Ça permet de souligner. Puis tu sais, ce qu'on vit là, hier, on l'a vécu au Volubile, parce que sérieusement, c'est la première fois où on s'est autant posé la question, ce joke-là se dit-tu? Tu sais, d'être sur scène et faire de quoi, puis faire comme avec tout ce qui s'est passé depuis que vous avez arrêté, là, c'est ça? La façon de dire les jokes, la façon d'aborder les sujets, là, mine de rien, en 2 ans, là, ça l'a
vraiment changé. Et pourtant, vous êtes dans un contexte, une mise en scène, c'est clair, c'est pas vrai, c'est de l'impro, c'est des niaiseries. Mais c'est à l'intérieur de nous aussi que ça change, Ouais. tu sais. Puis, tu sais, comme ça fait combien de temps que vous avez pas entendu une joke de Newfie ou que les femmes savent pas se stationner puis chauffer un char? Les jokes de blonde. C'est vrai que ça fait longtemps. Les jokes de blonde, c'est parce qu'à un moment donné, on a comme fait « OK, c'est assez, là, tu sais, les jokes c'est femmes, voyons, là, tu sais. » C'est une fois un noir, un Fait que blanc, sur le un coup, je suis Indien, sûr qu'il y a bien des mononcles Maurice qui ont comme fait « Hey, là, j'ai plus le droit de faire de jokes, là, si je peux faire de jokes, c'est les bonnes femmes qui savent pas chauffer. » Puis à cette heure, ça nous manque pas. Fait que, tu sais, on est comme dans la transition, mais là, il y en a tellement en même temps que c'est un peu Ah, c'est sûr. C'était peur, hein? Mais tu sais, on en voit encore ces jokes-là, mais souvent, c'est ironique. C'est des personnages, c'est des... Mais là, on est capable d'avoir un peu un recul par rapport à ça. Puis mais le fait que ça venait systématiquement, puis qu'effectivement, moi, comme femme, tu sais, toutes les jokes de femmes, à un moment donné, c'était comme, OK, une, c'est drôle, je suis capable de rire, mais là, à un moment donné, calique, là, je suis pas une sous-humaine parce que je suis une femme. Ça devient là. répétitif, là. Ben oui, puis après ça, c'est que quand tu l'entends tout le temps, ça devient un préjugé, ça devient que les enfants grandissent avec cette idée-là que, ben là, j'ai juste l'exemple, les femmes ne savent pas chauffer, là, mais tu sais, les femmes dans le SPM, puis les... Fait que c'est ça. Fait que là, on faut juste... JC Lauzon, finalement. Tout le stock à JC Lauzon. Feu piment fort, là. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Fait que, tu sais, là, on est comme dans cette réappropriation-là. Fait que ben, c'est la première fois qu'on se posait autant la question, puis c'est pas parce qu'on pensait pas nécessairement que le public pouvait le recevoir, c'est est-ce que nous, on assume de le dire. C'est sûr que justement, tout ce qui est pensionnat, on en a fait des jokes too soon. Là, je veux dire, on avait fait une joke sur la Malaysia Airlines alors qu'il n'a même pas retrouvé rien de l'avion. Il y a des affaires comme ça, justement, pour rire du fait qu'on la retrouve pas. Mais c'est parce que tu en parles tellement, tu es improvisateur. C'est là, c'est sûr que ça sort. Puis mine de rien, ça vient faire réfléchir. On rit de tout, on rit de nous-mêmes en premier. C'est quasiment un manque de respect, mais justement, tout ce qui est pensionnat autochtone, c'est comme non. Là, il y a une petite joke que Luc hier a faite, il me semble qu'elle... Oui, mais elle n'a pas passé. On lui a fait non. Ouais, non, c'est ça, elle n'a pas passé, celle-là. Non, mais elle n'a pas passé. C'est la fête, une joke de pelle. OK, ouais, c'est ça. Merci, ouais. C'est ça. Mais tu sais, en même temps, c'est pas pour rire de la situation qu'on fait ça, c'est pour rappeler que ça existe puis que ça n'a pas pas de bon sens. C'est ça, là. C'est juste la façon qui est wordée, puis c'est ça. Mais là, c'est trop, puis c'est pas notre culture. T'sais. Ça serait une affaire de femme, je l'aurais faite. Ouais. Parce que je suis une femme, puis là, je me sentirais légitimée. Mais là, on n'a pas personne qui est autochtone dans notre gang. Là. Non, c'est pas à nous autres de faire. Comme quand tu fais lever des pénis. Oui, j'en fais pas lever tant que ça, mais... mais sur 5 personnes le sait. Là, je peux bien dire ce que je veux vivre la fiction. C'est parfait. Hey, merci beaucoup, Émilie. On va finir là-dessus. On a fait 2 soirs de suite, finir là-dessus. Tu sais, j'ai essayé d'être crédible tout le long. Puis là, vous m'avez fait parler de ma job, puis tout. Là, il faut que j'arrive à mon CA. Je dis, ouais, c'est ça, j'ai parlé de la job, mais j'ai parlé aussi beaucoup de pénis. J'ai parlé d'un gag de pénis que je vais devoir lui désolé. Seigneur. C'est pas quand on porte plusieurs chapeaux, hein. C'est compliqué. Puis là, on arrive dans une plateforme qui n'a pas de sens. L'impro, c'est de l'art éphémère, mais le podcast, ça reste. Et ça a été filmé, en plus. Ouais, c'est ça. Ben, merci. On te suit sur tes réseaux sociaux, j'imagine, sur les pages du Festival du cinéma. Ouais, c'est ça, parce que sinon, Sur tes pages personnelles, c'est pas Instagram, pas TikTok? Ben non, pas tant, mais c'est surtout que j'accepte pas personne que je connais pas. Je sais que je suis suivie par du monde, je sais pas comment faire pour pas l'être. C'est ça. Tu peux t'abonner sans je suis être membre, je suis vieille, c'est ça. Non, mais je trouve que ça bouffe beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps dans ma vie, surtout particulièrement avec le COVID. Là. Nous autres, tu sais, des festivals, tu organises un festival en COVID, c'est comme si tu en faisais 4. Là. Ouais. Fait que dans les deux... Puis les commentaires, tout ça, ça m'a beaucoup rentré dedans cette année. C'est ça, honnêtement, j'étais un peu fâché de voir ça. Il y a du monde qui se force pour faire un événement, puis tout ce que vous trouvez à faire. Tu sais, là, tu te fais dire ça, avez-vous pensé là, que vous pourriez non, amener on vit sur une autre planète depuis un an. Ben ouais, la gang, on arrête tout. Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'on pourrait donner le COVID au public. Ah, calé qu'on n'y avait pas pensé. Il y a du monde qui n'a pas mangé de volet jeune, ça paraît. Ouais, là, on parle de médias sociaux. Mathieu devient très méchant. Boomer, ça. C'est très boomer, Mathieu. Ben, merci beaucoup, Émilie. Ça fait plaisir. On se revoit au festival. Oui, c'est ça. Festival du cinéma sur Facebook. Vous avez aimé ça? Ouais, on a adoré ça. Ben, c'est sûr que si on va s'arranger que là, vous devriez... Là, c'est plus 2 mètres, c'est 1. Là. OK. Yeah! Fait que, puis cet automne, ça va être 0, je suis sûr. Fait qu'on va pas se coller sur Jean-Claude Laure. Non, je sais pas. Je sais pas si tu veux te coller. Ça. Non? Il est cool, Jean-Claude Laure? Ah, je sais pas, c'est pas ça. OK. Ben non, on va avoir 2 vaccins. Tu peux pas te coller sur qui tu veux. Avec le consentement, Matt. En fait, j'allais faire une joke de même, mais là, je me suis dit... Tant que t'as le consentement, c'est correct. Quand il y a le consentement, ça va. S'il n'y a pas de consentement, c'est non, Matt. Merci beaucoup, Émilie. À bientôt. À la prochaine.